On entend souvent dire oui, bah oui, vous souffrez, bien sûr, ça, mais vous savez, c'est dans la tête, hein. Votre truc, parce que nous, on trouve rien, on a fait tous les scanners, tous les examens, et voilà, vous êtes anxieux, vous êtes déprimé, en ce moment, voilà, et c'est dans la tête. Et c'est une expression qui, quand elle est formulée plus savamment, ça donnerait, c'est dans le cerveau. Voilà, ben oui, dans le cerveau. La tête, c'est le cerveau qui commande toutes sortes, toutes les fonctions, pratiquement avec une petite assistance côté moelle épinière. Mais enfin, en gros, c'est quand même le cerveau qui dirige le bateau. Et cette idée quand même que si on approfondit les sciences physico-chimiques, on va trouver le substrat matériel des pensées, c'est une idée très nocive, très réductrice. Parce que justement, le bon Dieu, la création, la nature, tout ça, ils nous ont donné un cerveau, mais justement, pour prendre appui sur lui et fabriquer des pensées qui n'ont aucune raison d'y être et qui d'ailleurs n'y habitent pas souvent très longtemps, qui peuvent être fugaces, mais qui sont notre contact avec les autres, avec la vie, avec le divin, avec le cosmos, avec l'histoire, avec tout, et avec cette partie bizarre de notre être qui s'appelle notre inconscient. Donc, dire c'est dans la tête, ça mène assez rapidement vers une logique, je ne veux pas dire le mot, mais une logique totalitaire. Qu'est-ce que faisaient les médecins nazis? Les médecins nazis, ils cherchaient dans la chair, les os, le corps, la tête, l'agent responsable de la dégénérescence de ces êtres dégénérés qu'ils étaient chargés à la fois de liquider et d'explorer, pour voir justement ce qu'ils avaient dans la tête et dans le corps, comment ça marche, la gémellité, la différence, etc. Donc il y a, bon, mais ça c'est la forme extrême, qui n'est pas folle. Les médecins nazis, ils n'étaient pas fous, ils appliquaient un protocole qui était, on va chercher, le corps c'est le réel, on va chercher dans le corps et dans la tête les objets qui rendent ces êtres indignes de vivre. Mais, vous savez, si vous êtes angoissé et stressé et que le médecin n'a rien d'autre à dire que de vous donner des antidépresseurs ou de vous envoyer chez le psychiatre qui vous donne des antidépresseurs, d'une certaine façon, il dit, moi, vos histoires, c'est des pensées, c'est vous qui les dépensez, qui payez pour, c'est pas mon truc. Moi, j'essaye de me placer en amont, là où ces pensées prennent leur source, eh oui, dans les neurones, et moi je vais essayer de stopper ça. Là, ça veut dire, voilà. Donc quand des neurologues ou scientifiques, etc., disent, bon, c'est dans le cerveau, etc., et j'ai dit que c'est faux. Les pensées n'y sont pas, elles s'épanchent dans l'espace-temps
magnifique qui est le nôtre et que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas l'espace-temps où nous sommes. Celui d'Einstein, par exemple. Mais il est là. Ni l'espace quantique. Donc ces pensées, elles s'épanchent, elles communiquent avec ces espaces-temps et ces phénomènes. Mais quand ils disent, ben voilà, on va, c'est là qu'on va trouver les choses, ça veut dire que c'est là qu'on va trouver sur quoi agir pour que ces errances-là ne prennent pas trop de place. C'est-à-dire qu'on va vers une déresponsabilisation des sujets, s'ils sont pris en charge en amont par suffisamment d'objets, de produits, peut-être de puces, de montages plus sophistiqués qu'on introduirait et qui permettraient de modérer, contrôler, inhiber. Inhiber, évidemment, ça inhibe la pulsion, la libido, enfin les choses bien inutiles. Et ça, c'est très grave d'avoir ce point de vue. Non pas de faire des recherches sur le cerveau, toutes les recherches sont magnifiques. Et même, moi je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour le peu de résultats qu'il y a. J'espère des résultats plus éclatants. Mais nous donner ça comme perspective et surtout chasser des institutions de soins les psychanalystes parce que au nom justement des câbles réels de la pensée, c'est-à-dire du cerveau, ils ne font pas le poids scientifiquement. Or, ils relèvent d'une autre, non pas science, mais d'un autre savoir dont le mérite est de n'être pas scientifique tout en étant rigoureux. Et donc là, ça donne ce point de vue, il est dangereux dans la prise en charge de la souffrance humaine, où qu'elle soit, à coup de pharma. Et il est dangereux dans le refus de laisser s'exprimer d'autres points de vue. En réalité, ça ne supprimera pas le point de vue analytique. Les gens qui souffrent iront toujours voir des psychothérapeutes, des psychanalystes, iront s'expliquer avec leur inconscient. La réalité elle-même exige un point de vue qui tienne compte de l'inconscient pour qu'on puisse la comprendre. D'ailleurs, ceux qui écrivent sur l'actualité, etc., ils ont bien pris dans la psychanalyse toutes sortes de notions, de concepts, mais ils ne veulent pas de psychanalystes, parce que c'est eux, les nouveaux psychanalystes, et ça sert à entretenir un certain pouvoir, mais ça n'empêchera pas, et après tout, nos petites vidéos en sont un exemple, ça n'empêchera pas que des gens qui pensent la réalité du point de vue analytique, du point de vue symbolique, du point de vue ontologique, arrivent à apporter des éclairages et à casser cet enfermement. Je vous signale que j'ai fait autrefois 3 volumes qui s'appellent Événements, et oui, parce que dans la réalité, c'est ce qui fait événement qui compte. C'est tellement vrai que des gens fabriquent des événements exprès pour que ça compte, mais ça compte pas parce que c'est fait exprès. On peut pas faire jouir la réalité s'il n'est pas d'accord. Donc, j'ai fait ces 3 volumes, j'en ai un 4e qui n'est pas paru, qui est en attente, mais je ne peux pas faire autrement que de m'expliquer avec les phénomènes sociaux qui concernent aussi des individus.
Par exemple, j'ai reparlé dans ce congrès de psy avec des personnes à propos du mouvement des Gilets jaunes. Et quelqu'un a dit, voilà, moi, je les ai soutenus, mais je les ai plus soutenus parce que, et à la fin, ils voulaient tout ou rien et tout casser. Un autre a dit, non, moi, je les soutiens toujours, c'est un mouvement qui exprime une misère sociale profonde, réelle, qui est une révolte contre l'injustice, etc. Et moi, j'avais une position un petit peu, je dirais peut-être médiane. Moi, je dis, bien sûr que je les ai soutenus. Et ma question s'est transformée, elle est devenue, que signifie le fait que dans notre société, un mouvement de revendication sociale en soit réduit à une position du tout ou rien. C'est-à-dire à une position où on ne peut plus discuter. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça n'en dit pas plus sur l'oppression sociale, sournoise ou évidente? Est-ce que ça n'en dit pas plus que toutes sortes de protestations, perte de liberté, etc., qui sont justes, bien sûr. Mais là, on a un symptôme. Donc, les Gilets jaunes, c'est un symptôme massif d'une société qui non seulement produit de la misère, en grande partie, pas pour tout le monde, mais produit beaucoup de misère et beaucoup d'injustice, et qui fait en sorte que les victimes variables n'aient pas d'autre issue qu'une pensée totalitaire. Voilà un symptôme grave.